Salut tout le monde et bienvenue au Balado, le podcast. Mon nom est Joey Alfieri. Je suis en compagnie de mon co-animateur, M. Sam Boulay-Grimard. Mon Sam, comment ça va? Dangereusement bien. Ah oui, dangereusement bien. Ah oui, ok, c'est intéressant. J'aime cette On phrase-là. est à 100 jours du match d'ouverture. 99, là, parce que j'ai vu ta vidéo qui est sortie, c'était quoi, mardi? Hier? Ben oui, attends. Ouais. C'est mardi. Mardi. Oui, la vidéo extrêmement bien faite. C'est qui t'a payé pour faire cette vidéo-là? Parce que je sais que c'est toi qui fais les montages. D'habitude, ils sont moins bonnes que ça. Moins bonne qualité, ouais. Ouais, pas mal. Non, mais sérieusement, t'as c'est vraiment... toi. Tu m'as aidé beaucoup. Oui, là. absolument. C'est tout moi qui a fait ça. C'est un gars de vidéo. Là. 100%. On le sait tous. Non, pour vrai, Sam, pour moi, je sais, je suis ami avec beaucoup de gens à travers la ligue qui font la même job que moi ou la même job que Sam. Et à mon avis, Sam est le meilleur de la ligue. Et ça s'est vu encore une fois avec la vidéo qui est sortie. C'est 100 jours avant le premier match de la saison à domicile. Donc, vous pouvez le voir sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez le voir sur le site des Alouettes aussi. Vraiment bien fait. C'était très bien réussi, mon Sam. T'es bien fin, merci. Mais il y a des bons vidéastes à travers la ligue. Il y a oui, du bon, mais je pense que c'est toi le plus élite. Là. C'est toi le numéro 1. T'es bien gentil. Je n'irai pas jusque-là. C'est le balado en français, donc même s'ils écoutent, ils vont rien comprendre. Donc c'est bien correct. Ça, c'est un fait. Non, on a une émission chargée. Écoute, je suis vraiment excité de parler pour la première fois sur le podcast, Marc-Antoine Dequoy va joindre à nous. On parlera peut-être un peu moins football parce que lui, il est revenu d'un voyage avec la LCF puis Vision Mondiale. Ils sont allés aux Philippines. Puis sont allés rencontrer des jeunes et c'est vraiment une belle histoire, c'est vraiment une belle initiative entre la Ligue et Vision Mondiale. Donc, il était là pendant une bonne semaine. Ouais, pas 8 jours, 8 jours, quelque chose comme ça, ouais. Donc, on va parler à Marc-Antoine Dequoy de son expérience et de ce qu'il a vécu là-bas. Avant qu'on parle de ça, je veux m'assurer que vous êtes au courant qu'on a un très beau concours en ce moment ça se déroule sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. C'est une publication qui a été faite mardi, encore une fois, juste avant la vidéo de Sam. C'est la question, on pose une question, puis vous pouvez gagner si vous participez. Vous pouvez gagner un chandail signé par soit un carabin, soit un rouge et or, puis c'est bien simple. Il faut que tu répondes sur la publication. T'es-tu plus carabin, t'es-tu plus rouge et or? Je sais que... Facile de dire rouge et or, là, mais en tout cas. Mais pour toi, parce que tu viens de Québec, non? Ouais, mais tout le monde prend pour le rouge et or. Mais non, c'est pas vrai. Ah oui, c'est l'équipe. Moi, j'ai les deux équipes. Moi, je prends pour les Stingers. Ah, OK. Donc, non, mais je parle pour Sherbrooke, honnêtement. OK. Je suis né à Sherbrooke, il faut que je prenne Sherbrooke. Là. Pauvre toi. Puis ils ont moins de représentation. C'est ça, mais il y a Alex Gagné. Alex Gagné, sais-tu que tu es un grand fan du vert et or? Je sais pas, mais je pense qu'on a déjà parlé cette saison. Juste pour être clair, je veux juste être clair sur quelque chose. Okay? Moi, j'ai été à Concordia. C'est moi qui ai fait la publication. Il n'y a aucune controverse. Les Alouettes aiment Concordia, ils aiment McGill, ils aiment le vert et or, ils aiment Bishops, ils aiment toutes les équipes qui sont au Québec. Mais ce concours-là, c'est entre Carabin et Rouge et Or. Peut-être dans un mois, on va faire un concours McGill, Concordia, mais pour le moment, c'est Carabin, Rouge et Or. Ça ne veut pas dire qu'on aime ces programmes-là plus qu'un autre. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est vraiment un concours pour gagner un chandail des Alouettes signé par votre joueur Carabin ou Laval Rouge et Or préféré, ancien de ces programmes-là. C'est quelqu'un qui doit jouer pour les Alouettes en ce moment. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de répondre à la publication, dire Carabin, Rouge et Or. Si vous voulez en ajouter un peu plus de contexte, c'est parfait, mais vous pourriez gagner un chandail signé par donc, si vous voulez Marc-Antoine Dequoy, si vous voulez P.O. Lestage, si vous voulez David Dallaire, David Côté. Il y a plein de Louis-Philippe Bourassa, Régis Sibassou, il y en a plein, il y en a d'autres. Et pour le moment, avant le repêchage 2024, on a 13 joueurs québécois qui viennent d'universités québécoises.
dans l'alignement. Et ça inclut Gagné et Christian Matt qui sont allés à Sherbrooke et Matt est allé à Concordia. Donc, 13 joueurs québécois et le repêchage n'a même pas eu lieu. Là. Non, c'est ça. Il va peut-être en avoir d'autres. Donc, il va sûrement en avoir d'autres. Donc, participer à ce concours-là. OK, c'est le temps de parler à notre prochain invité. C'est un joueur vedette de la Ligue canadienne de football. C'est un joueur étoile. Il a été élu étoile de la Ligue canadienne cette année à sa position de maraudeur. Il est rendu champion de la Coupe Grey. Marc-Antoine, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va dangereusement bien. Dangereusement. Dangereusement bien. Okay, écoute, c'est pas tous les jours, tous les semaines qu'on a une vedette du calibre de Marc-Antoine Dequoy. Ça, c'est vrai. Écoute, ça nous coûte cher. On n'a plus de budget après cet épisode-là, mais j'espère que ça va vouloir la peine. Parle-nous un peu de ton voyage. Je sais qu'il y a un partenariat avec Vision Mondiale, la Ligue canadienne de football. On a vu plein de photos sur tes stories Instagram. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé, comment tu as été J'étais déçu, t'as pas liké aucune de mes stories. Mais moi, je ne like pas les stories, je like les posts plus. Okay. Honnêtement, je suis pas un liker de story. C'est pas tant un gars de story. Publication. Non, c'est ça, je suis un gars de C'est publication. un gars de publication, ok. Ouais. Fait que l'algorithme, je suis pas dans tes premiers, là. Ben oui. Ben attends, t'as-tu un story en ce moment? Ouais. Ben je pense que je l'ai vu. C'est-tu Bourassa qui a pas de bas, là? Exactement. Ben, je l'ai vu déjà. Il y a des bas. Il y a des bas Mais troués. sont maganés. Est-ce que tu penses qu'on pourrait partir un GoFundMe pour une paire de bas? Pour Louis-Philippe Bourassa? Ouais. Mais tu sais, de ce que j'entends, il fait la grosse argent, lui, avec. Tu sais, je pense pas qu'il a besoin de nous autres. Ok, bon. Hein, on l'a entendu ici. Par notre primeur. en primeur. Ça a bien été. C'était un très, 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 très beau voyage, honnêtement. Voyage militaire, c'est Vision Mondiale qui m'a contacté, en fait, à la fin de la saison passée. Avant qu'on commence. Il y a un an de ça? Ben... C'est 2023, tu parles? Ou 2023. Ok, c'est ça. Je pensais que la saison passée, dans le fond, je veux dire la saison qui vient de se passer. Juste avant notre début de série, de nos matchs de série éliminatoire. Fait qu'ils m'avaient contacté pour être un ambassadeur pour eux autres. Puis j'ai eu un gros long processus parce que pour moi, les organismes militaires, c'est important que je m'associe à une bonne organisme. Parce que je veux pas... c'est quand même ton nom que tu t'associes avec eux autres, puis tu veux t'assurer que c'est pas... bon, on va dire de la fraude, mais c'est pas un mot aussi gravant que ça, mais je veux dire que c'est ça, exactement. Puis que les valeurs soient à bonne place, puis qu'on ait la même vision. Fait que il y a un long processus de discussion, honnêtement, c'était vraiment juste que les valeurs soient à bonne place. Ouais. Puis quand quand ils m'ont vraiment parlé, puis j'ai pu voir qu'est-ce qu'ils faisaient, la prochaine étape après ça, c'était vraiment, je veux savoir c'est quoi leur travail sur le chantier, je veux savoir c'est quoi sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font. Puis c'était important pour moi parce que je me suis dit, ça va être difficile après ça de revenir au Québec puis essayer de parler, ou d'aller au Québec, d'essayer de parler aux gens, puis d'inciter à donner de l'argent si je ne sais pas exactement c'est quoi qu'ils font. Fait, c'est un bon point. La prochaine étape, c'était ça, c'était le voyage, et c'est le voyage qu'on a fait. T'es parti combien de temps, de quand à quand? Je suis parti, le 29. Philippines, by the way. Ouais, aux Philippines. On est parti aux Philippines. On l'a pas mentionné, je suis parti un voyage humanitaire aux Philippines le 29 février jusqu'au 10 mars. OK. Ouais. Fait que, c'est un vol de? C'est un vol de c'est 20 heures total. Le vol, 16 heures direct de Toronto à Taïwan. C'était quelque chose, honnêtement, dans la classe économique, rang 56, je pense. Non, tu vois, je viens de me rappeler. Celle-là, c'était le vol de retour. Mais le vol d'aller, c'était rang 46, siège A. Moi, j'étais sur la fenêtre. J'avais l'hublot. T'es un gars d'hublot, toi. Mais en général, je pensais que j'étais un gars d'hublot, mais quand tu fais des longs vols, non. T'es vraiment... collé là, coincé. Mais c'est moins pire quand tu dors, mais tu sais, ton sommeil est moyen. Mais c'était rough. C'est le plus long vol que j'ai fait, mais je suis sorti là vivant. Qu'est-ce que tu fais pour passer le temps? Tu dors puis t'écoutes des films. That's it? Ouais, quel film t'as écouté? Écoute, j'ai écouté la saison complète de Netflix, Drive to Survive. Ok. T'es un gars de F1? Formule 1, grand fan de oui? Formule 1. Oh, j'aime ça quand c'est Max Verstappen qui gagne 19 courses sur 22 puis aucune action. Je capote.
Ben écoute, il y a 2 semaines, il a gagné par 22 secondes, puis la semaine passée, c'était 12. C'était moins pire. Tu vois, la compétition se rapproche. Oui. OK, donc c'est un vol de 16 heures, t'as dit, à Taïwan? À Taïwan, puis après, c'était 2h30, c'est ça, c'est 2 connexions. C'est Montréal-Toronto, Toronto-Taïwan, puis Taïwan... Philippines, puis c'est 13 heures de décalage horaire. Et là, on est le 13 mars. 13 mars, c'est ça? T'es encore sur le décalage? Ou... C'est moins pire à venir ici. J'étais un peu sur le décalage. Tu sais, techniquement, il est supposé d'être 2 heures du matin pour moi en ce moment. Mais c'est moins pire vu que t'es plus habitué. Je te dirais, arriver là-bas, ça a pris 3 jours à m'adapter ici. Wow. Ça a pris 1 journée et demie à peu près. J'étais encore un peu de... C'est plus fin de soirée que ça devient tough. Mais c'est vraiment... C'est quelque chose vivre le décalage horaire là. C'est le monde qui voyage sans cesse, tu sais, pour des conférences, je sais pas comment ils font. C'est tellement, ou juste on parle de ça, les pilotes de Formule 1 là, qui voyagent partout à travers le monde pour les courses, ça doit être difficile là, s'adapter, ils doivent s'adapter à des horaires différents à chaque fois là. Non, c'est un bon point. Tu débarques de l'avion, c'est de l'aéroport, j'imagine, c'était à Manila, right? Ouais, Manila. OK, tu débarques, puis c'est quoi la première chose que tu vois? C'est quoi le sentiment? C'est l'accueil. On a été accueillis par le monde de Vision Mondiale. Donc, une des affaires que moi, je savais pas, je m'avais pas tant questionné. Je me suis dit, je vais me laisser surprendre sur le fonctionnement exact de comment ça allait fonctionner là-bas. Comme qui est sur le chantier? Mm-hmm. Est-ce que c'est du monde d'autres pays qui viennent ici séjourner puis aider? En fait, non. Comment ça marche? Pourquoi je pense que Vision Mondiale, c'est bien fait? C'est que les communautés fragiles, le monde à l'intérieur de ces communautés-là vont comme postuler pour travailler pour Vision Mondiale. Donc, c'est le monde qui sont dans cette communauté-là qui savent exactement qu'est-ce que la communauté a besoin et que par après rapporte aux dirigeants de région, qui rapporte aux dirigeants nationaux. Fait que c'est vraiment du monde des Philippines, qui vivent là-bas, qui nous ont accueillis. Ceux qui nous ont accueillis, c'est du monde qui était plus pour l'organisation régionale, au niveau de Manila. Puis après ça, on a été rencontrer l'équipe nationale qui s'occupe de toutes les Philippines. C'était un peu l'accueil qu'on a eu, avec des colliers, puis... il y avait des beaux chandails de leur origine à leur tradition. C'était une belle accueil. Y avait-tu comme un rituel, quelque chose, ou plus tard dans le séjour? Oui, écoute, ils ont sacrifié une brebis pour nous quand on est arrivé. Non, il n'y avait pas de rituel. Okay, je sais pas. Mais là, vous restez à Manille ou vous êtes... Fait que, le voyage complet, on a voyagé en fait 2 grandes provinces. On a fait la province de Camarines Sur, qui est un peu Naga City, qui est la ville centrale. C'est un peu plus au sud de Manila. Puis la deuxième, c'est Albay, qui est la deuxième province. Puis dans chaque province, on a vu 2 communautés dans chaque province. Fait que au total, c'était 4 parce qu'il y a du gros voyagement entre chaque. Fait que c'était 7 jours. C'était du 2. En fait, on est arrivé le 2 mars jusqu'au 10. Fait que c'est comme un 7-8 jours à peu près. Puis là-dedans, c'est 4 journées sur le terrain. Donc, chaque journée, c'était une communauté différente qu'on visitait. C'était-tu toujours la même affaire? Ou c'est différent. Typique? OK, mais journée typique, une journée ça changeait tout le temps. Mais vraiment, une journée typique, on va dire, sur le terrain, tu pars à 7 h le matin, tu fais 2 à 3 heures de route. Tu vois la communauté jusqu'à 4-5 heures. Okay. Puis tu reviens sur un autre 2-3 heures de route. Tu soupes, puis après ça... tu sais, c'est la route, c'est le plus long, c'est ça la réalité, parce que où est-ce qu'on dort, il y a des règles de sécurité pour Vision Mondiale. Ils peuvent pas mettre dans un hôtel qui est dans la ville qui est, puis honnêtement, il n'y a pas d'hôtel dans les communautés qui sont. Fait que c'est comme donc vous étiez toujours dans le même hôtel? Non, on a fait 3 hôtels en tout. Elle à Manila qu'on a trouvé, après ça, dans la première région, qui était Camarines Sur, puis la deuxième région. Fait que c'est du gros voyagement. Puis la deuxième région, c'est là qu'il se trouve, le nom du volcan m'échappe, mais je pense que c'est pas Mayo ou Mayon. Je pense que c'est Mayon. Puis c'est le volcan le plus symétrique, on peut dire. C'est un cercle parfait. Vraiment. Il est encore actif. C'est impressionnant. Écoute, c'est même inquiétant, on va dire. C'est encore actif? Il y a de la boucane qui sort. C'est stressant. Ben, un peu. Écoute, l'année passée, ils nous ont dit qu'il a érupté. Puis tu voyais la nuit, genre le glow de la lave sur le top qui est en train de couler.
Aïe aïe. Ah ouais, puis Ok. en plus que le monde là-bas doit vivre de survie, on va dire, des conditions avec les ouragans. Il y a un volcan actif. Ouais. Ah, c'est pas facile. Non, c'est pas évident. Donc, t'es allé avec 3 autres joueurs De la CFL. de la CFL. T'as Tim White, le receveur d'Hamilton, Reggie Begelton, receveur de Calgary, puis Nick Dembski, receveur de Winnipeg. Ouais. Est-ce que tu connaissais ces gars-là avant? Non. Puis comment est-ce que la relation a changé? T'as-tu des drôles d'histoires? Ouais. On embarque dans des choses qui sont un peu moins drôles. Je te dirais que c'était la première fois que je les connaissais, évidemment, mais c'est la première fois qu'on a pu se connaître, puis Ouais. plus apprendre à se connaître aussi, là, à l'extérieur d'une compétition sur le terrain, puis c'était vraiment le fun. Vraiment, c'était vraiment une expérience, en plus de l'expérience assez fou qu'on a vécu, puis l'expérience humaine qu'on a vécue, nous, je le vis avec des joueurs que je joue contre, c'est aussi agréable parce qu'on a créé un peu cette proximité-là à cause de qu'est-ce qu'on a vu. Puis des histoires drôles, ouais, quand même. On en a plusieurs, par exemple, je peux pas toutes vous compter. Ça ne se compte pas. Mais une des choses, par exemple, je vais vous dire, les Philippines, connues pour 2 choses. Les karaokés Ah ouais? OK. et le basketball. OK, ouais, c'est basketball. Écoute, là-bas, là, c'est une religion, le karaoké. Ouais. Dans le bus qu'on prenait pour se rendre, c'était comme un bus à 20 places à peu près. Pour une vingtaine de places, exact. Il y avait un écran en avant, puis un micro, puis tu pouvais chanter du Dans le karaoké. bus. Dans le T'as-tu bus. chanté? À la fin, tout le monde chantait. Écoute, toi? c'était... Je l'aurais fait... en fait, écoute, les tunes que je me suis fait donner, c'était... Je me suis fait donner une des tunes, c'est Sexy Back, je pense. J'ai Justin dû- Timberlake? Ouais, j'ai dû chanter ça. OK. Mais non, je n'ai pas une voix. J'ai chanté par exemple La Calvaire. Ça c'était sur. Il l'avait pas sur le papier, mais on avait un YouTube à un moment donné, puis on avait des jeunes. Ça c'est notre dernière journée, on a rencontré des leaders d'une communauté. C'est Ouais. des jeunes, c'est Youth Leadership. Puis c'est des jeunes qui essaient d'inspirer leur communauté en faisant des gestes, on va dire, plus positifs, puis en essayant d'être plus impliqués dans leur communauté. Puis c'est vraiment plus pour regrouper des jeunes dans un bon cercle, tu sais, de ne pas tomber dans des mauvais cercles, on va dire. Puis on a chanté du karaoké avec eux, puis il y avait YouTube, je dis, je vais monter une chanson du Québec. On a chanté ça. Vous avez joué au basket aussi? Ouais, je joue au basket. On était fait un village de pêcheurs, puis on était dans une des places qui processaient les poissons après que les pêcheurs aient pêché, ou c'est qu'on a vu qu'est-ce qu'ils faisaient par après, tu sais, le smoke and le dry fish, qui est les deux, c'est des sardines, deux types, puis à la fin de cette rencontre-là, on est revenu au boss, puis il y avait un court de basketball, puis il y a du monde qui jouait. Puis t'as Nick Dembski, puis t'as moi qui ont décidé de faire un 2 contre eux. 2 contre 2 contre on va dire les studs locales. Ah ouais? Puis ils les ont complètement ouverts, les gens de Tim et Nick ont ouvert ces Philippines. Ah ouais? Ah ouais, c'était... Ils ont gagné. Il a gagné par une longue marge d'avance. Athlète pro, là, quand même. Ouais, non, c'était assez drôle. Comment est-ce que, tu sais, le contact que tu as eu avec les enfants de la région, tu sais, on a vu moi j'ai vu tes stories Instagram, mais on dirait que vous avez vraiment été bien accueillis, bien traités, mais l'impact que tu as pu avoir sur les jeunes, tu sais, tu as-tu pensé? Est-ce que tu remarques l'impact que tu as eu? Puis c'était quoi la relation entre toi et eux autres? Dans la relation, honnêtement, c'est tellement surprenant de voir comment le monde t'accueille là-bas. T'as tellement une vague d'amour, puis des fois, tu te questionnes si tu la mérites. Là. C'est vraiment des remerciements. Puis moi, je viens d'arriver avec eux autres. Mais eux autres, World Vision sauve leur vie. Les dons que le monde font pour aider ces familles-là. Puis tu peux aussi avoir des enfants qui s'appellent des child sponsors. C'est que tu peux donner des dons, puis t'aider un enfant. Parrainer un enfant, exactement. Puis l'enfant, après ça, te réécrit pour te donner de ces nouvelles. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui ont eu énormément d'aide dans ces communautés-là. Fait que nous, quand on arrivait, eux autres, c'était comme, ils associaient nous à World Vision. Fait que c'était des remerciements après remerciements. Puis c'était beaucoup d'amour, puis l'hospitalité était incroyable. J'ai jamais été aussi bien accueilli de toute ma vie par
Arrête du monde qui ne me connaissait pas. C'est hallucinant. Puis la connexion que tu as avec les enfants, c'est tellement pur. C'est tellement là, une joie. Tu le vois dans leur regard que c'est difficile, mais il n'y a pas comme. Tu sais, c'est pas un regard vide qui est complètement dépourvu de leurs moyens. Là. Il y a cet espoir-là dans leurs yeux, puis cette ambition-là. Puis une des choses que le directeur national nous avait dit, il dit, tu sais, à la fin du voyage, il dit. Vous n'avez pas techniquement, vous n'avez pas été là, vous n'avez pas construit une maison. On n'a rien fait techniquement où c'est qu'on leur a aidé ou on a fait quelque chose qui ont pu aider leur day-to-day ou leur jour pour jour. Mais une chose qu'on a faite, c'est qu'on a amené de l'espoir puis de la joie dans leur vie. Parce que beaucoup de ces enfants-là nous attendaient parce que ça faisait des mois que c'était annoncé. Puis on l'a vu quand on est arrivé dans les écoles, de leur regard qu'il y avait, puis comment ils étaient excités. Il y a une école qui avait 1500 élèves qui étaient là. C'est une des plus grosses écoles de la région. C'est la plus grosse école de la région. Wow. Puis dans cette école-là, il y a 300 enfants qui font partie de World Vision. Wow. Puis quand on est arrivé à l'école, je vous le dis, là, c'est ça la fameuse quote qui est sortie, que je voulais dire, qui est aussi fou que la parade. C'était vraiment des enfants qui nous courait après, on était encerclés, on ne pouvait même pas marcher. J'en avais des jeunes en dessous qui me croisaient les jambes, ça nous touchait toutes, ça voulait des high fives, c'était une folie furieuse, ça n'avait aucun sens. Puis c'est drôle parce que on signait des autographes, puis je signais ici, puis il mettait un papier par-dessus l'autre papier que je suis en train de signer. Fait que ça s'empilait. Fait que là, à la fin, qu'est-ce que je faisais? C'est que je les mettais dans les airs, puis vu que je suis 6 pieds 3, puis eux autres sont en bas de 4 pieds 5, on va dire, personne ne se rendait. Fait que là, je prenais le prochain, puis je signais, puis je continuais à signer comme ça. Mais tu sais, c'était juste, c'est ça qu'il disait, puis je pense que c'est ça que j'ai remarqué, la grosse différence qu'on a pu faire, c'est de juste amener cet espoir-là, puis cette joie-là qu'on a pu faire, avec le mieux qu'on peut faire. Puis maintenant, c'est comme, avoir vécu ça, ça me donne le goût encore plus de les aider parce que j'ai vu qu'est-ce que les dons pouvaient faire à ces familles-là. On relativise notre quotidien au Québec après, hein? Ben, définitivement. Relativise, je veux dire, juste pour aller travailler. Il y a un des villages, c'est un village de pêcheurs, puis eux autres, pour dans le fond, travailler, ils doivent aller pêcher. Puis World Vision, on les a aidés au fur des années, on leur donnait des moteurs sur leur bateau. Les moteurs vont jusqu'à 6000 à l'heure, mais ça leur a quand même permis de plus se déplacer. Puis depuis qu'ils ont ces moteurs-là, ils sont capables d'aller plus loin dans l'eau puis aller chercher, en fait, pour aller pêcher maintenant, des pieuvres. Puis les pieuvres se vendent beaucoup plus cher sur le marché que les sardines. Fait que maintenant, avec ces moteurs-là, ils sont capables d'aller chercher des poissons qui rapportent plus d'argent. Mais ça reste quand même, c'est 4 heures de bateau pour se rendre à l'endroit. Puis ils pêchent pendant 2 à 4 heures de temps. Puis il faut qu'ils reviennent un autre 4 heures. Fait que ça, c'est des journées de 10 à 12 heures de temps. Fait qu'eux autres, même si World Vision les aide, c'est quand même, faut qu'ils mettent le travail pour ça. Puis tu dois aller tous les jours. Si pas, tu peux prendre des jours de congé, évidemment, si tu réussis à pêcher beaucoup une journée, mais c'est à chaque semaine, t'as pas le choix de faire ça. Puis ils doivent partir le soir. Eux autres, ils partent à 3 heures de l'après-midi pour quand ils arrivent là-bas, le soleil se couche. Parce qu'ils peuvent pas être au soleil toute la journée, sinon ils vont brûler. Là. Quel genre de chaleur, justement, je voulais aller là. La température c'était comment? T'as-tu déjà vécu de la chaleur comme ça? Non, pas vraiment. Je te dirais qu'on commençait le début de l'été. Le problème, c'est que s'il faisait 32, c'est pas le plus chaud, 32 Celsius, mais c'est l'humidité. Ouais. C'est excessivement humide. Puis ça c'est qu'est-ce qui vient te chercher. J'avais un des caméramans qui était avec nous de World Vision, que lui avait été, je pense que c'était, c'est-tu Honduras? Ouais, je pense que c'était, je pense que c'est ça. Je pense que c'était Honduras, puis il dit qu'il faisait 38, puis c'était même pas aussi chaud que ça. Parce que l'humidité c'était sec, tu sais, nous c'était... Honduras, c'est ça. Lui, c'était l'humidité vraiment qui vient te chercher, mais eux autres, ils vivent complètement là-dedans. Puis tu sais, pense à ça, il fait 32, c'est humide, puis ça monte jusqu'à 36 durant l'été avec l'humidité. Puis ils vivent 6 à 8 personnes dans un 6 pieds par 6 pieds à peu près. Pardon? Ils dorment littéralement sur des... C'est minuscule sur quoi qu'ils dorment. Ils n'ont pas de place pour dormir. Évidemment, ils ne se tiennent pas la majorité du temps à l'intérieur de leur maison. Là. C'est plus à l'extérieur. La maison est vraiment faite pour dormir. That's it. Pas de titre, parce que pour faire à manger, j'ai vu personne. Les familles que nous, on a vues, il n'y avait pas de four et de cuisinière là, chez eux. Là. Ça, c'est des feux.
C'était des feux, puis c'était comme ça. C'est sûr qu'il y a une redistribution aussi de richesses dans la communauté qui essaie du mieux possible, mais il y a du monde, évidemment, qui sont plus aisés que d'autres. Ouais. Mais nous, où est-ce qu'on était dans les communautés, c'était pas les communautés qui avaient énormément d'argent. Là. Ça doit être frappant de voir, justement, là, les jeunes tous souriants, puis c'est ça, sont heureux comme là-dedans. Mais la première journée, c'était ça le gros clash. On arrive à l'école, puis les écoles sont... C'est pas incroyable, mais c'est beau, là. C'est des belles écoles, les installations, c'est survie, mais même à ça, la première école qu'on a été voir, il y a eu un ouragan qui est arrivé l'année passée, puis ça a détruit 2 buildings, 2 classes. Wow. Ils sont complètement inondés leur terrain, puis on arrive là, puis c'est quand même très beau, les paysages aussi, les paysages sont magnifiques, beau soleil, le monde a du fun, non, c'est pas si pire. Fait que là, une fois qu'on finit notre journée, on dit, bon, ben, c'est notre avant-midi, on dit si on suit un des enfants pour qu'ils retournent chez eux, voir c'est quoi le midi. C'est une marche de 20 minutes à peu près. Je veux dire, c'est une bonne petite marche, rien de trop pire. Ils arrivent chez eux, puis c'est là que c'est minuscule. Minuscule. Pas d'électricité chez eux. Ils vivent, moi j'étais choc, là, je suis rentré, j'ai dit, on a fait excessivement chaud. Leur lit, c'est un plywood avec des draps dessus. Puis ils vivent ils sont 4 enfants, puis père et mère. Fait qu'ils étaient 6 qui vivaient là-dessus. C'est un plywood, puis écoute, la seule... Même pas de fan, rien. Ils font juste dormir là, puis il y a des trous dans le toit. Fait que où est-ce qu'il y avait leur lit, ils ont mis comme un drap, parce que quand il pleut, ça s'inonde complètement. Puis j'ai vu ça, puis je suis comme, oh my god, puis elle souriait comme si... Elle, c'était normal, elle avait aucun problème, puis j'étais juste comme... Oh, tu sais, la mère, par exemple, la mère, elle a plus la réalité... elle le voit, là, c'était souriante, mais c'était plus, elle sait le hardship, puis le père aussi, là. Fait que c'est ça qui est le clash, puis tu fais comme, oh wow, quand tu le vois en photo, c'est quelque chose, mais quand tu le rentres, puis à ma grandeur, je veux dire, je frappais peut-être presque des fois le top, puis t'es comme, oh mon Dieu, comment 6 personnes vivent dans ça, là, ça t'es-tu émotif pendant le voyage? Est-ce que c'était... C'était émotif quand on avait nos rencontres après, parce que sur le coup, on le voit la réalité, mais on le vit, mais c'est pas la même chose quand on finissait nos journées, on a toujours des briefings pour parler de la journée, puis ça c'était émotif parce que on racontait qu'est-ce qu'on vivait, puis c'était juste comme tu repensais, puis tu te disais hey, c'est hallucinant que le monde dit ça. Ça m'a vraiment ouvert un œil sur un aspect que j'étais au courant, mais j'avais pas vécu. Là. Ouais. Y a-tu des choses de vraiment cool que t'as vu, excessivement cool, ou quelque chose qui t'a fait peur, quelque chose qu'on n'est pas habitué? T'as-tu vu des animaux qu'on n'est pas habitué de voir, des insectes? Écoute, je vais te dire, là, j'ai vu la plus grosse araignée que j'ai vue de ma vie. Honnêtement, des araignées? Je ne apprécie pas les araignées, on va dire. On va dire c'est pas comme j'ai une relation comme mon chien. Je vais pas aller les flatter. Ah non, écoute, j'ai vu la plus grosse araignée de ma vie, ça n'a aucun sens. Je vous dis là, c'était la grandeur de ma main élargie au max. C'était énorme. C'est des araignées qui techniquement, j'ai compris, bird eater. C'est que c'était, je sais pas ce que ça veut dire. Mange des oiseaux. Aucune idée. Honnêtement, j'ai peut-être mal compris. Là. Peut-être quelqu'un qui sait exactement. Il était aux Philippines pour me corriger, mais j'ai compris ça. Puis j'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Mais j'ai vu la grosseur. Puis un des guides disait, ils sont pas dangereux. Nous, on jouait avec quand on était jeunes. Jouer avec. Moi, j'étais brûlerais tout. Écoute, on marchait, puis elle était dans la toile. C'est une toile là, énorme qui était à côté de nous. C'était même pas genre comme quelques pieds devant moi. Puis tu vois ça, puis t'es comme. Hey, voyons donc! Puis il y a une maison à côté, là. Oublie ça. Ah, moi, je brûlerais. Je brûlerais à cette fois, là. C'était traumatisant. La cuisine philippine, y a-tu quelque chose que t'as mangé que tu vas reproduire ici? Je vais reproduire ici. Tu veux savoir, ils sont connus pour quoi? Les Philippinois sont connus pour quelque chose qui s'appelle... Oui, là, par exemple, mais les baloutes. Les baloutes? C'est pas les baloutes, c'est baloutes, ça s'appelle. Okay. Ça, là, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un œuf. OK. Je viens de trouver la photo. La photo, c'est un œuf de poulet. C'est un poulet, en fait. C'est l'œuf. Et techniquement, c'est comme une...
fausse couche, on va dire. Ah, ok. En fait, c'est un bébé. Ah, c'est vraiment incroyable. Un embryon de poulet. C'est un poulet qui naît, mais qu'à partir de genre 16 mois, c'était une fausse couche, puis ça le... il est mort, littéralement. Okay. Puis le monde mange ça. Fait que, Hey, ça a l'air bon. je t'écoute, il dit c'est une délicacy, qu'est-ce qu'il dit? C'est un délice là-bas. Ah ouais? Tu l'as C'est essayé? délicacy. Ah, c'est non, aucunement. Ok. Ah, il voulait que je l'essaie, mais je dis, il n'y a pas de chance que je mange un bébé mort, là. Ah non, Y a-tu un des joueurs qui l'a essayé? Personne n'a essayé Ok, ça. personne. Ah, non, tu veux pas tomber malade, mettons. Ben, je pense pas que tu peux tomber dans l'âne, mais j'étais comme, ouais, non, je sais pas ça. Puis il essaie de nous convaincre, puis moi, je niaisais, je dis à tout le monde, non, on va le faire, oui. Non, aucune chance. Mais c'est vraiment ça, là, c'est un œuf, puis tu le vois les yeux, tu vois les ailes, tu vois la forme, la face, tu peux presque lui donner un nom, là, tellement qu'il y a une personnalité, là. Fait que les autres, ils mangent ça, c'est quelque chose de très populaire, puis il dit c'est délicieux. Délicieux, balout. Un peu déçu que tu l'as pas essayé, par exemple. Je voulais un scouting report là-dessus. Là. Ouais, non, je te dirais déçu. que je fais confiance. Ok. Que c'est un délice. Dernière question, Marc-Antoine. Quand tu vas penser à ton voyage, le souvenir, y a-tu un moment qui t'a marqué plus qu'un autre? Il y en a tellement. Il n'y a pas un en particulier. Je veux dire, chaque moment était spécial avec les enfants qui nous entouraient complètement. Je ne vais jamais oublier ça. De la discussion que j'ai eue avec la famille de pêcheurs. Mm-hmm. Ça aussi, c'était de voir leur réalité. J'étais comme... Ça m'a tellement marqué, ça aussi. Puis, parles-tu anglais un peu? C'est juste anglais. Okay, il parle anglais. Il parle anglais un peu, ouais, mais okay. On avait des traducteurs parce que c'est pas un anglais fluent, on va dire. Puis en plus, tu sais, moi qui ai de la misère à parler en anglais, fait que c'était le fun aussi. Là. Il y avait un traducteur pour moi, puis après, il y avait un traducteur pour eux autres. C'est deux traducteurs qui se parlaient, en fait. As-tu appris des mots français? Ouais, j'aurais appris je t'aime, parce que les autres nous ont appris Mahal Kati. Non. Mahal... Tu vois, mais vous n'aurez rien appris. Ils nous ont appris je t'aime. C'est I love you, c'est Mahal Kita. C'est ça. Okay. Mahal Kita. Veut dire je t'aime. Donc moi je leur ai appris je t'aime. As-tu fait des workouts? Est-ce que vous avez fait des workouts ensemble? Pas ensemble, mais il y avait des gyms. Donc, non, mais je parle avec les joueurs. Excusez. Préparation pour la saison, je veux dire. C'est la chance de. Pas des workouts avec les familles et les kids. Les familles, non. Mais avec les joueurs, non, on n'a pas fait. Ben, j'ai dit, il y avait un gym à l'hôtel, donc. Okay. On s'entraîner là, mais non, j'ai fait un petit scouting report, là, j'ai vu qui levait l'eau, qui levait pas l'eau. Mais c'est 3 gars d'attaque, puis... en fait, j'étais vraiment en désavantage, là-bas, j'étais contre 3 receveurs, donc maintenant, je sais exactement comment il aime faire ses cuts sur son corner out, Nick Dembski, fait que c'est le fun. Une soirée bien chaude, il m'a tout expliqué, là, que... Ben là, je t'ai dit dernière question, il y a 3 questions, mais est-ce que vous avez jasé de Coupe Grey un peu? T'as-tu des flèches qui se sont... Ben, je te dirais qu'au début, tu sais, on reste plus professionnel dans ce sens que... Mais quand on a appris vraiment à se connaître, puis là, on a un bon lien. Tu sais, je vais pas taquiner quelqu'un que je connais pas. Non. Fait qu'après, quand on a appris à se connaître, puis on a vu qu'on s'entendait tout bien, là, on a tout commencé à se lancer des flèches... à droite à gauche. Mais disons que c'est facile quand la plus grosse flèche c'est que t'as gagné la Coupe Grey. Ouais. Alors dis-la donc. Ouais, c'est ça. Et merci pour ton temps, Marc-Antoine. C'était vraiment beau à suivre ton parcours là-bas. Puis merci d'avoir pris le temps. Et on est rendu à 28 minutes. Puis je sais que tu charges des tranches de demi-heure. So on va finir selon. On te parlera de football une autre fois, l'année prochaine peut-être. Merci Marc-Antoine. Merci guys. Merci encore une fois à Marc-Antoine Dequoy qui a été assez généreux avec son temps ici et aux Philippines. Toi, la plus grosse araignée que tu as déjà vue, mon Sam? Je pense que c'était un peu la moitié de ce qu'il disait. Là. Moitié? Ben, c'était gros là, ce qu'il disait. Là. Oui, je gros sais, comme sa main. La moitié de sa main, c'est quand même gros. Là. Ouais. Où t'as vu ça? Ça, moi, j'ai vu ça dans un film. Là. Ah, ok. Ben là, c'est pas la même affaire. Là. Moi, je parle en vraie vie. Non, c'était au Costa Rica. Au Costa Rica? Ouais, il y avait des insectes assez spéciaux. Ah oui? T'as-tu sauté dans les airs? Dans les bras de ta blonde? Non. C'était juste...
surpris, mais c'est pas quelque chose qui me dégoûte ou qui m'effraie comme lui. Là. Il y en a qui ont vraiment des peurs bleues de ça. Les serpents, les scorpions. Moi c'est plus serpent. Moi, j'aime vraiment pas les serpents. Là. Toi, t'es à l'aise avec des serpents? À l'aise, non. Là. Okay. J'ai jamais fait le test. Il y en a qui vont moi non plus. se mettre un serpent moi, ça m'intéresse pas. Mais moi, je vais dire une histoire très rapide. Nous autres, on avait un camp de jour organisé par notre église. Puis un de mes grands chums, on est allé au zoo ensemble. Puis il a touché un serpent. Il faisait toucher, tout le monde avait le droit de toucher un serpent. Puis moi, j'étais en train de manger. J'avais un petit pot de melon d'eau. Puis là, mon chum est allé, il a touché le serpent, puis là, il vient me voir, il dit « Hey, je peux-tu pogner un bout de melon d'eau? » On avait comme 8 ans. Je dis « Hey, man, va-t'en d'ici, là, avec tes mains sales, plein de serpents, peau de serpent. » Tes mains de serpent. Oh, ouais, c'est ça. Va te laver les mains, va te brûler les mains, puis peut-être après, tu pourrais prendre un petit bout de mon melon d'eau, mais ça, c'est tout. Non, moi, je suis pas un grand fan de serpent, man. Pas du tout. Je sais pas où ça s'en va. Ben, c'est ça. C'était une histoire qui s'en va nulle part, mais je voulais juste te le dire. Mais il a raconté une couple d'histoires intéressantes. Ouais, mais c'est fou, là. Ça devait être un choc culturel, là, comme il disait. Il a pas dit le terme, là, mais tu vis des émotions. C'est pour ça que j'ai demandé cette question-là. C'est parce que, tu sais, moi, je me connais d'aller là-bas pour faire le même voyage. Là, moi, je te dis, je pleure à... Chaque fois que je rentre chez nous, là, je vais pleurer. Là. À chaque soirée que je suis là, c'est vraiment émotif. Puis c'est drôle parce que moi, quand on était plus jeune, encore une fois, mes parents ont fait affaire avec Vision Mondiale. Ils ont c'est comment tu dis? Parrainé. Ils ont parrainé 2 enfants. 2 enfants, OK. Puis c'était vraiment cool de recevoir les lettres. C'était écrit à main avec des dessins, tout ça. C'était vraiment bien fait. Donc, moi aussi, Vision Mondiale, ça a une place... dans ton cœur. Dans mon cœur, absolument, 100%. Donc, oui, c'est une très belle entrevue avec Marc-Antoine Dequoy. Merci, mon Sam. On se croise la semaine prochaine. À bientôt. Bonne semaine, tout le monde.